Qu'est-ce que la Grande Muraille de Chine, le Mont Saint-Michel et la Völklingerhütte ont-ils en commun? Pour ceux qui l'ignoraient, ils sont tous les trois classés patrimoine culturel mondial de l'UNESCO et pour la Völklingerhütte depuis 1994. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour à tous et bienvenue dans Grenzenlos à la Völklingerhütte. Ici, on navigue entre le passé sidérurgique du lieu, le présent et l'avenir avec la création d'un laboratoire du futur. L'occasion pour moi de vous emmener voir à quoi il ressemble. Allez, venez! Au sommaire de notre émission, nous irons rejoindre Ralph Bale, le nouveau directeur de la Völklingerhütte. Nous découvrirons la programmation du festival Perspective qui, comme chaque année, nous propose des pépites. Puis nous ferons une balade insolite avec des lamas en forêt. Et pour finir, nous parlerons de la journée de l'Europe avec des frontaliers. Notre invité ce mois-ci est le directeur de la Völklingerhütte, Ralph Bale. Né en 1965 à Kobe, au Japon, il a fait des études à Fribourg en Brisgau, puis à Paris. Ralph Bale obtient sa maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Paris 4. Il écrit une thèse par la suite sur la nourriture dans l'art à Essen. Commissaire d'exposition et conservateur au Kunstmuseum de Berne, puis au Musée des Beaux-Arts de Lausanne, il devient directeur de l'Institut Mathildenhöhe de Darmstadt, puis du Kunstmuseum de Wolfsburg. Depuis mai 2020, il est le nouveau directeur général de la Völklingerhütte. Monsieur Bale, merci de nous accueillir dans la Völklingerhütte. Avec mon plaisir, oui. À une époque, ici, dans la salle des minerais, eh bien, on stockait des matières premières pour produire de la fonte. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des tomates qui poussent. Pourquoi? Pas seulement des tomates, toutes sortes de plantes, mais ça a une raison, plusieurs raisons plutôt. Ça veut dire qu'ici, on veut vraiment se concentrer sur aussi notre responsabilité. On ne veut pas seulement faire des grandes expositions de l'art et de culture, de l'histoire et tout ça, mais aussi poser des regards vers le futur et aussi la présence où on est. Et pour ça, c'est très important de savoir que d'ici sont nées pas seulement des grandes innovations dans la technique, mais aussi qu'on a eu la pollution de l'air et de la terre très massive ici dans cet endroit-là. Alors moi et nous, en tant qu'endroit, en tant qu'institution culturelle, se pose vraiment la question comment peut-on agir, comment peut-on poser toutes les questions qui ont agi ici, sur ces places, parce qu'on est une place primordiale de l'industrialisation, de voir maintenant comment on va se développer dans les années qui viennent, les 10, les 20, les 50 ans, pour justement changer le monde dans une façon qui ne soit pas de nous effacer de la Terre, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas une façon de se racheter une bonne conscience? Non. Non, pas du tout. On ne va pas racheter une conscience parce que, justement, je pense que notre endroit ici, notre institution est bien placée de faire ça parce que nous avons vraiment agi toujours comme quelqu'un qui a très fortement imprégné la région avec le mieux et le pire. Et pour ça, c'est pour moi évidemment quelque chose de très clair de pouvoir le faire et de pas justement dire bon avec ça maintenant on est tout à fait clean. On peut toujours dire voilà là c'est pollué, là c'est important, il y a des problèmes un peu partout, mais il faut poser des questions aujourd'hui. Il faut pas laisser faire autres gens ça parce que les institutions de l'art et de culture doivent se faire involver dans les questions qui sont pressantes. Est-ce que la Völklingerhütte va devenir une usine végétale? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est déjà le cas.
C'est-à-dire on a des vastes parties justement de notre ancienne usine sont déjà repris par la nature. On a le paradis, notre jardin, où on peut vraiment très bien voir que même les situations où la terre était vraiment très gravement touchée par l'industrie, elle est récupérée par la nature et on a du miel qui est formidable. Apparemment, on a attesté que ça serait vraiment très fort. Alors, vous voyez que cette force de régénération, c'est quelque chose de très important. Et ici, bien sûr, ça c'est Plant Factory, le symbole par excellence, si vous voulez, qu'on a une usine des plantes et qu'on réfléchit là-dessus comment on pourrait travailler à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça va devenir de plus en plus difficile avec les situations climatiques, avec notre crise climatique, de faire pousser des choses. Alors, il faut penser à autre chose et à cause de ça, on est ici aujourd'hui. Vous avez des visiteurs qui viennent du monde entier, mais surtout de la grande région. Est-ce qu'il y a des expositions qui plaisent plus aux Français qu'aux Allemands ou inversement ? Alors, j'espère bien qu'on va... je suis là maintenant pour une année et on a suffisamment eu maintenant Corona et le lockdown. Alors, j'espère bien qu'on va pouvoir justement travailler dans cette situation, qu'on peut les attirer tous. Parce que, par exemple, dans l'automne qui vient, on va faire une exposition sur l'art du musique vidéo. Et la vidéo musique, c'est comme quelque chose qui est un peu partout. C'est français, c'est allemand, c'est américain, c'est japonais, Afrique. C'est vraiment une culture, mais une culture sous-estimée. Parce que si on voit vraiment des films qui sont très forts, ils sont des œuvres d'art total. Œuvres d'art total parce qu'ils ont des citations de musique, de littérature, toutes sortes des arts sont intermêlés là. Et je pense bien que ça, dans notre hall arotique qu'on a dans cette Gebläsehalle, où il y a des grandes machines, noires, noircies, et en même temps, après toutes les images qui se bougent dans cette grande halle, et rien d'autre que les images et les machines, ça va être fascinant. Et là, il n'y a pas de frontières, je pense, pour cette fascination. Je l'espère et on va voir. Et au moment de la réouverture de la Völklinger Hütte, qu'est-ce que les visiteurs pourront voir? Alors, cette exposition, d'accord. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a sur le site? Alors, en ce moment, on a 3 expositions. On a encore Mon Trésor. Et ça, c'est une exposition aussi qui a mis sur le drapeau de passer les frontières parce qu'on a des chefs-d'œuvre de l'art, des trésors, justement de la France, de Lothringen, du Grand Est et aussi de l'Alsace. Et bien sûr aussi de Luxembourg et toute la région, justement. Et il faut bien sûr savoir que les Romains et les Celtes, ils n'avaient pas de frontières. Alors, et les frontières ici, ils sont bougés 6 fois les derniers 2 siècles. Alors pour ça, il n'y a pas de raison de penser à frontières comme ils sont par hasard aujourd'hui. Alors pour ça, c'est quelque chose qui est très fort et aussi, je pense, bien fait parce qu'on a là des grands chefs-d'œuvre d'art, des peintures, mais on a aussi un modèle 16 mètres à 1 mètre des petits trains, modèles de train, qui montre l'usine justement de l'acier. On peut très bien comprendre comment l'acier et le fer ils font. Et ça, je vois avec ce décalage des médias, ce multimédialisme qu'il y a dans cette exposition très fort. Et une autre exposition, à part de Future Lab où on est ici, c'est 1986. C'est une exposition sur l'année. Et cette année, c'était ici un endroit où c'était fermé. L'usine a laissé tomber tous ses travaux en juillet 1986. Et pour nous, c'était une raison de montrer une exposition qui montre le changement de l'industrialisation de la société de l'industrie vers la société justement privée, la société de leisure time, de free time. Et ça, c'est quelque chose de très important, ce mouvement justement vers un autre monde. Et on voit là, bien sûr, aussi Tchernobyl, on voit Challenger. Et pour moi, c'était quelque chose de très intéressant. J'étais en Belgique quand ça s'est passé et là, il n'y avait pas de nuages
nucléaire. Il y avait pas ça, c'était en Allemagne, mais ça passait pas la frontière. C'était arrêté à la encore frontière. une fois, là, j'ai beaucoup d'expérience avec des frontières et des choses qui passent et passent pas. D'accord. On espère tout le meilleur pour la réouverture de la Völklingerhütte. Je vous remercie de cette interview. Au plaisir de vous recroiser. Merci bien. Merci à vous. Peut-être qu'un jour on viendra faire son marché ici, à la Völklingerhütte. On reste dans le registre des bonnes nouvelles puisque le festival franco-allemand Perspective nous a concocté une alléchante programmation dès le 20 mai. Certes, ces spectacles seront visibles uniquement en ligne, mais d'autres sont prévus en public en juillet. Ophélie Blechner est allée à la rencontre de Sylvia Marr, la directrice artistique du festival. Die erste Aufführung ist eine auf Deutsch mit französischen Untertiteln. Die Leiden des jungen Wärters werden das Festival am 20. Mai um 20 Uhr offiziell eröffnen. Im Schein ihres Computerbildschirms interpretieren die Schauspieler die tragische Romanze des jungen Wärters, die Goethe vor rund 250 Jahren verfasste. Ich finde, es fühlt sich merkwürdig natürlich an. Mann, Willi, ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht. Willkommen in Birsfelden. Auf dem Programm steht auch Twin Peaks, ein unerwarteter Krimi, der durch Twin Peaks, die Kultserie der 90er Jahre von David Lynch, inspiriert wurde. On se retrouve dans une petite ville de Suisse où il y a eu un meurtre. C'est comme 3 épisodes. On découvre la ville, on découvre les habitants qui sont des comédiens amateurs. Finalement, ils font partie vraiment de l'histoire, ils font vraiment partie de ce qui est filmé. Et il y a bon, des moments aussi en live, des moments de chat. Voilà, on a plein d'infos qui arrivent aussi en direct. Voilà, donc ça c'est une autre forme qui est plus une forme voilà, comme une série policière qui arrive vraiment à nous tenir en haleine. Einen Wermutstropfen gibt es. Vorgesehen war ein deutsch-französisches Festival, aber die französischen Künstler sind dem Aufruf nicht gefolgt. Die Deutschen hingegen haben nicht gezögert, an dieser neuen Art des Theaters teilzunehmen. Il y a un petit peu un blocage, je crois, des artistes français qui estiment que voilà, le spectacle vivant, et ils ont raison, le spectacle vivant c'est la scène, c'est le public, c'est voilà, cet espace, voilà, on partage les émotions. Et ils n'ont pas voulu, je pense, voilà, faire de création en ligne. Es wird Online-Aufführungen im Frühjahr und Aufführungen vor Publikum im Juli geben. Das Programm wurde in letzter Minute offiziell bestätigt, wie der Name des Festivals schon sagt, abhängig von den reellen Perspektiven. Wer schon immer einmal mit einem Lama spazieren gehen wollte, hat in Annweiler die Möglichkeit dazu. Etliche der Tiere stehen dort bereit und unter Anleitung kann man mit ihnen wandern gehen. Vorbei an Felsen, Bachläufen und über Wiesen. Auf dem Hof der Pfalz-Lamas gibt es weiterhin Freizeitangebote. Das haben sich Jens Scherer und sein Team genauer angeschaut. Rund 40 Pfalz-Lamas an 2 Standorten, in Annweiler direkt unterhalb der Burg Trifels und in Völkersweiler stehen bereit und warten nur auf Besucher, die mit ihnen spazieren gehen. Ein Angebot von Rudolf Klotz und seinem Team, das inzwischen ein Einzugsgebiet von 200 bis 400 Kilometern hat und meist Wochen im Voraus ausgebucht ist. Doch zurück zum Anfang und der Idee hinter der Geschichte. Ich habe mein ganzes Leben lang immer schon mit Menschen und auch besonders mit Tieren gearbeitet. Also schon weit über 35 Jahre mache ich das. Und ich wollte immer irgendwas machen, Mensch
und Tiere und Natur irgendwie in einen Einklang bringen und vielleicht auch mit einem therapeutischen Ansatz, dass man also Menschen mit Behinderung in irgendeiner Art und Weise eben diese Tiere zugänglich macht und Ponyreiten, Eselwanderung, das hat alles jeder schon mal irgendwie gemacht, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, aber Lamas hatte noch keiner. Der Trick war jedoch, an die Tiere heranzukommen, gerade zu Zeiten, in denen das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Die ersten 4 Lamas kamen dann nach vielen Telefonaten von einem Zoo und einer Lama-Farm an die südliche Weinstraße. Der Anfang war gemacht. Heute wird gelegentlich selbst nachgezüchtet, auch wenn Männchen und Weibchen durch die beiden Standorte in der Regel getrennt leben. Die Besucher sind vom Aussehen der Tiere fasziniert und merken schnell, dass die Lamas hier viel entspannter sind, als ihr Ruf aus Zoos etwa vermuten lässt. Also die Besucher haben hier wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also erstmal, wenn sie kommen, kriegen sie das erstmal was über Lamas erklärt. Ja, also dann eben dieses Spuken der Lamas, was man ihnen nachsagt, das entkräften wir sehr schnell, dass es eben nicht so ist. Wenn die dann herkommen und diese kleine Einweisung gemacht haben, dann gibt es also geht zum Start der Wanderung. Und wir haben also sehr, sehr viele sehr schöne Wanderungen hier im Bereich Anweiler, gehen auf die Trifels hoch oder zur Kletterhütte hoch oder machen den Burgenweg oder den Richard-Löwenherz-Weg. Gibt es also sehr, sehr viele schöne Wege, die wir gehen können. Die behinderten Menschen können entlang des Kurparks mit ihren Rollstühlen, weil es alles ebenerdig ist, also auch ebenerdig fahren. Wir haben unten Behindertentoiletten, das ist also für Anweiler, also für uns und Anweiler eine sehr, sehr schöne Sache. Am Standort Völkersweiler dagegen gibt es Felsenwanderungen oder man durchquert die Wälder und Wiesen der Gegend gemeinsam mit den Tieren. Die Besucher merken dabei schnell, welche Kraft hinter den 150 Kilo schweren Lamas stecken kann. Hier ist eine strenge Hand gefragt, wenn man nicht alle 2 Minuten zum Grasen anhalten möchte. Denn essen würden Lamas in jeder wachen Minute und schlafen tun sie ohnehin kaum. Das Gute an den Essenspausen: Die Spaziergänger können derweil die Natur und Aussichten genießen, erfahren zudem einiges über ihre tierischen Begleiter, die Landschaft oder Vegetation von den WanderführerInnen. Zudem gibt es bei der Rückkehr zur Farm noch den Lama-Führerschein, den damit jeder Teilnehmer bestanden hat. Ein Erlebnis, das Eindruck macht. Und wir kriegen immer wieder Rückmeldungen von den Leuten, wenn die wieder zu Hause sind, auch Monate später. Wir haben uns immer an den Lamas wieder zurückerinnert. Es war einfach so toll bei euch und wir haben abends so gut geschlafen, wir waren total entschleunigt, wir sind runtergekommen, wir haben einfach uns wohlfühlen können, auch wenn es nur 2, 3 Stunden waren, die mit den Tieren unterwegs waren, aber wir haben ein sehr nachhaltiges Erlebnis mit nach Hause nehmen können. Und also wir haben eine Wahnsinns-Rebuchung von Leuten, die immer wieder zurückkommen. Ja. Das ist also enorm schön für uns auch. Wir haben also zum Beispiel so Amerikaner aus der Ramsteiner Airbase, die permanent bei uns irgendwie zu haben sind. Auch zu Corona-Zeiten sind die Wanderungen aktuell möglich. Auf Hygiene und Abstand wird geachtet und an der frischen Luft ist man ohnehin. Geburtstage, Feiern und Übernachtungen auf der Lama-Farm werden in naher Zukunft dann hoffentlich auch wieder angeboten. Voilà, nous sommes toujours à la Feldklingerhütte, dans la salle des Soufflantes. C'est là que se tient l'exposition Mon Trésor, une exposition sur les richesses de l'Europe en Sarre. Et la transition est toute trouvée pour vous parler de la journée de l'Europe qui s'est tenue le 9 mai. Alors, comment est-ce que l'Europe fait face à la crise sanitaire et est-ce que les relations entre la France et l'Allemagne ont été impactées par cette crise? Éléments de réponse dans ce reportage de Christelle Reviaco et David Ores. Der Europatag ist eines der Symbole der Europäischen Union. Am 9. Mai 1950 hielt der französische Außenminister Robert Schuman eine Rede, in der er vorschlug, die europäische politische Zusammenarbeit durch die Gründung einer neuen Institution zu intensivieren. Diese beaufsichtigte die deutsch-französische Kohl- und Stahlproduktion und hatte den Fortbestand des Friedens auf dem Kontinent zum Ziel. Heute gilt sie als Startschuss dessen, was wir heute als Europäische Union kennen. Seit 1986 wird der 9. Mai als Europatag gefeiert. Wie sieht es heute mit der deutsch-französischen Freundschaft und dem Europatag aus? Wir haben uns im Grenzgebiet umgehört. Selon vous, comment se porte l'amitié franco-allemande aujourd'hui après tout ce qui s'est passé au niveau des frontières? J'étais frontalier pendant toute ma vie. J'ai mes frangins qui travaillent tous les jours leurs tests, quoi, tout le temps. Et bon, ça, moi je crois qu'on va plus aller acheter chez les Allemands.
Je crois qu'il faut relativiser et je pense pas que ça aura une incidence, je pense que ça va continuer comme c'était auparavant. C'est plus que c'était. Il restera toujours un petit conflit entre la France et l'Allemagne. Dès qu'il y a quelque chose, on se retourne les uns chez les autres. Das war ein bisschen kompliziert die letzten Zeiten. Natürlich ist es auch eine schwierige Zeit für Franzosen und Deutsche und wir müssen positiv bleiben, denke ich mal. J'ai des amis en Allemagne, l'amitié reste toujours, mais bon, il y a quand même, on se fait traiter un peu bizarrement dans les magasins, c'est ça. Wir gehen auch dort einkaufen, sie kommen zu uns einkaufen, wir begrüßen uns, wir kennen uns. Kommt mal die Zeit, dass alles vorbei ist und dann leben wir wieder weiter. Die war vorher besser. Es geht zwar, aber es ist viele Ressentiments sind wieder so aufgekocht auf beiden Seiten, vor allem auf der deutschen. Je pense qu'il est temps de remédier à ça et puis de trouver des solutions pour expliquer clairement à tout le monde ce qu'il en est et que les Sarrois ne sont pas forcément responsables des lieux des tests PCR à faire tous les 2 jours. Selon vous, est-ce qu'elle a encore du sens en 2021, cette journée de l'Europe? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut garder l'Europe à l'esprit, on en parle beaucoup. Il y a un travail de fond à faire au niveau de toute la population européenne, de façon à ce que les Européens comprennent bien ce qu'est l'Europe, quoi. Wenn Europa keine Bedeutung mehr hätte, wäre das Ganze, was jetzt geschehen ist bisher und was eigentlich auch noch geschehen sollte, sinnlos. Und wenn wir nicht zusammenhalten, dann wer bitteschön. On a perdu un petit peu ces échanges qu'on avait, cette bonne entente, parce qu'il y a les frontières qui se ferment, donc ça occasionne différents problèmes. Donc pour moi, non, ça a plus trop lieu d'être aujourd'hui. On est une Europe, mais désunie. Auf unserer Schule wurde das immer gefeiert, an meinem Geburtstag tatsächlich. Da wurden wir alle blau angezogen und es wurde teilweise auch gefeiert mit Kuchen und alles. Also ja, auf unserer Schule schon. Ich meine, das bleibt für immer Europatag. Das ist immer was Besonderes. Besonderes für die Freundschaft, für die Verhalten zwischen ganzen Leuten in ganz Europa. Am Europatag öffneten die Institutionen in Brüssel und Straßburg ihre Türen. Besichtigungen, Debatten, Konzerte wurden auf dem ganzen Kontinent organisiert. Dieses Jahr fanden alle Veranstaltungen online statt. Et nous aussi, modestement, on espère contribuer à une meilleure entente, une meilleure communication entre les 2 pays que sont la France et l'Allemagne. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie aussi Yannick à la caméra et David au montage. Au plaisir de se retrouver le mois prochain. Tchuss, bis bald!